Chaque époque a ses usages vestimentaires et il est dans l'air du temps d'épauler au minimum les vestes, voire même, pour certains clients, il est impératif de ne rien mettre du tout. Au début du XXe siècle, les redingotes, fracs et les nouvelles vestes courtes étaient très naturelles à l'épaule et presque aucune ouate n'y était placée. La coupe de l'épaule, très étroite, était différente, la ligne de couture descendant très bas dans le dos, conférant un emboîtement très élégant de l'articulation et une grande liberté de mouvement. Mais dès les années 1930, cette ligne de couture de l'épaule remonte pour mieux gérer l'aplomb des vestes, c'est-à-dire la bonne verticalité des lignes. Et l'accroissement de la largeur d'épaule, pour donner une carrure athlétique nouvellement à la mode, ne pouvait s'obtenir sans y placer un renfort de ouate plus ou moins épais. L'épaulette était née, ce fameux padding de la langue de Shakespeare. Constituée de couches de coton et de feutre et mise en forme, elle est placée à cheval sur l'épaule, englobant celle-ci. Au fil des décennies, les petits tailleurs et surtout le prêt-à-porter usent et abusent de l'épaulette, le summum étant les années 50 et 90. Il n'était alors pas rare d'avoir un petit matelas de 3 cm au bout de l'épaule. Il faut reconnaître que cette couche de rembourrage améliore tout et rend le tombé des vestes bien plus harmonieux. C'est une facilité que de mettre des épaulettes, mais aussi la manière la plus directe et efficace de corriger le corps en améliorant les pentes d'épaule, en les rendant symétriques et en dissimulant les os saillants. Les grands tailleurs se sont toujours méfiés de l'épaulette, préférant une ligne d'épaule naturelle. Quant aux Italiens, ils ont développé un goût spécifique pour le sans épaulette, parfois appelé style napolitain. Si en sur-mesure il est possible de faire cela, en prêt-à-porter, c'est une gageure. Un homme sur deux a les épaules soit hautes, soit en avant. Une veste sans épaulette ne pardonne pas cela et impose un physique parfait, voire légèrement musclé. Un peu de ouate permet d'égaliser la ligne et rend l'épaule nette. La norme moderne classique est une épaulette d'un demi-centimètre environ. Au XVIIIe siècle, il était assez fréquent pour les aristocrates de poser en robe de chambre que l'on appelait parfois le bagnan. Ces portraits distillent des sentiments divers, d'aise, de confort, mais aussi de puissance et de majesté, car être représenté ainsi vêtu demande une certaine liberté d'esprit et une grande assurance. Au fil du temps, la robe de chambre évolue peu. Elle reste d'abord et avant tout un vêtement d'intérieur fait pour avoir chaud. Le XIXe siècle développe la coupe. Des versions croisées plus tailleur apparaissent, avec des fermoirs brandebourg, parfois nombreux. Le col-châle large devient la norme et il présente parfois un matelassage. L'objet, au-delà de l'utile, garde un statut de représentation. Il est possible de recevoir chez soi ses égaux ou ses inférieurs ainsi vêtus. Et la robe de chambre n'est alors pas insensible aux modes. Le goût des gentlemen pour l'orientalisme en est une preuve. Le port du petit chapeau nord-africain, le fez, complète la tenue. En feutre rouge tronconique avec une retombée de franges noires, il est typique de cet engouement. Après un XVIIIe siècle enjoué et lumineux, l'austère XIXe siècle appréciait les draps de laine plutôt sobres. À l'époque moderne reviennent toutefois les tissus riches et exotiques. Brocart et jacquard donnent à la soie une profondeur et une vivacité nouvelles. Les années 20 et 30 appréciaient particulièrement ce grain de folie associé aux grandes robes de chambre ostentatoires. Les figures hautes en couleur se font encore représenter ainsi couverts. Oscar Wilde ne disait-il pas quelques décennies plus tôt « Il faut être soit une œuvre d'art, soit porter une œuvre d'art ». Dans les années 50 et 60, la robe de chambre allurée est vue comme un élément de statut social incontournable. Jean-Pierre dans Ma sorcière bien-aimée, David Niven dans La panthère rose en porte de somptueuses. Mais avec le développement du chauffage central, la robe de chambre s'est peu à peu éclipsée. Rares sont les messieurs à encore porter un tel vêtement dans le confort de leur intérieur. Le pyjama a perdu son utile et luxueux supplément.
Quelques maisons anglaises principalement proposent encore de beaux modèles. Il y a ceux qui préfèrent la légèreté de la soie gansée et d'autres qui apprécient la lourdeur d'un bon poil de chameau. Attention toutefois à ne pas tomber dans le mauvais goût. Les années 90 américaines ont en effet rendu l'affaire synonyme de polissonnerie, voire pire. Les robes de chambre sont faites pour les grands élégants et non pour les petits dépravés. Une manche ne se remarque que si elle est mal montée. Cette phrase, quiconque a déjà travaillé dans un atelier l'a souvent entendue. Après moultes essayages, le tailleur, avec une grande maestria, assemble le corps et les manches. Le mariage ultime se produit et la veste naît. Si le client a souvent son mot à dire pour la doublure de la veste, sobre ou pimpante, il constate souvent à la livraison que la manche, elle, reçoit un traitement différent. Sa doublure n'est pas la même. 2 raisons à cela. La première, historique, est liée à l'organisation de l'atelier. L'ouvrier qui fait les manches, je ne parle pas de celui qui les monte, utilise toujours une même et unique doublure dont il a un rouleau. Les tailleurs ont toujours été économes en réservant la belle doublure au corps. Qu'importe pour les manches, l'ouvrier spécialisé mettra sa doublure, se disait-il. La seconde est plus technique. Les efforts sont importants dans cette partie de la veste. Il y a de fortes amplitudes de mouvement et il y a les poings et les ongles qui à chaque passage usent la doublure. Il était donc essentiel d'utiliser une matière plus résistante que la doublure générale, belle mais fragile. Les drapiers ont développé la mignonnette. La mignonnette est comme le coutil, un tissu antédiluvien, et rayé également. C'est une doublure épaisse et surtout plus glissante pour faciliter le passage des bras. La mignonnette est plus résistante. La rayure est le signe d'un plus grand nombre de fils en chaîne, la verticale de l'étoffe. Ce plus grand nombre de fils dans la longueur du tissu le renforce. Traditionnellement, la mignonnette a une base écrue et ses rayures de largeur variable sont noires, marron, jaune ou lit de vin. Toutefois, depuis 30 ans, que les tissus s'affinent pour satisfaire une clientèle toujours plus avide de légèreté, parallèlement à une réduction de l'ampleur des coupes, l'ancestrale mignonnette a marqué le pas. D'autant que les stylistes ne comprenaient plus la logique de celle-ci. Pourquoi traiter les manches ainsi? Si bien qu'il est maintenant difficile de la trouver. Cette si chère mignonnette que seules les bonnes maisons classiques proposent encore.